Question après les attentats de samedi dans les grands magasins à Paris, qui va indemniser les victimes? Les réalisateurs de cinéma et de télévision réunis contre la publicité au milieu des films sur la 5e chaîne. François Mitterrand, 2 heures à la radio ce soir pour dire sa résolution et son assurance tranquille. Le pétrole moins cher, c'est la première conséquence de la décision des 13 pays de l'OPEP. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aux Galeries Lafayette et au printemps, la vie commerciale et la vie tout court ont repris comme à l'accoutumée aujourd'hui. Employés et clients, personne n'a boudé les magasins après le double attentat de samedi. Seule différence, les mesures de sécurité ont été discrètement renforcées. FR3 Île-de-France, Clément Veil-Rénal. Plus aucune trace de l'attentat aux Galeries Lafayette. C'est ici, à ce rayon, que le jerrycan piégé a éclaté samedi après-midi. Les dispositifs de sécurité ont parfaitement fonctionné. Grâce au système d'inondation automatique, 100 mètres carrés seulement sur les 50 000 que compte le magasin ont été détruits. Ce matin, des mesures de sécurité renforcées ont été prises, 50 vigiles supplémentaires en uniforme ou en civil. Pourtant, l'entrée est libre, pas de fouille à l'entrée, la direction explique son choix. Nous n'envisageons pas une fouille systématique parce que nous pensons que, compte tenu justement des 80 ou 100 000 personnes par jour qui rentrent dans ce magasin, ça arriverait à dramatiser complètement, créer un état de psychose, si vous voulez, qui est complètement angoissant. On ne vous fouille pas quand vous prenez le métro, on ne vous fouille pas dans une gare, on ne vous fouille pas dans une salle de spectacle. Et nous pensons que justement, grâce au personnel qui est ici, il y a plus de possibilités justement de détecter tout risque qui peut se présenter. En effet, outre les vigiles, les 2000 vendeuses des galeries sont formées et sensibilisées aux problèmes de la sécurité afin de pouvoir déceler le moindre objet insolite et suspect. C'est pourquoi nous avons voulu cet après-midi, à l'insu de la direction, vérifier les mesures de sécurité. Objectif, tester la réaction 2 jours après l'attentat des clients, des vendeuses et des vigiles face à une sacoche pour le moins suspecte. La réaction la plus stupéfiante, celle des clients. Regardez, on la remarque, on se retourne, on s'en inquiète et on s'en éloigne sans rien dire. C'est heureusement et bravo pour les galeries, au bout de 2 minutes, qu'une gardienne en civil remarque le colis et s'apprête à donner l'alerte. Nous arrêtons alors l'expérience. Selon la direction, les mesures de sécurité décidées ce matin seront désormais permanentes. 3 des victimes des attentats de samedi sont encore dans un état préoccupant ce soir. 2 autres blessés, brûlés également, sont maintenant dans un état jugé satisfaisant par les médecins. Mais ensuite, ce type d'attentat pose le problème de l'indemnisation des victimes. On s'aperçoit que chacun renvoie la balle à l'autre et qu'il est bien difficile d'obtenir réparation. Hélène Rizacher. Nous sommes en discussion avec nos assureurs pour voir ce que nous proposerons aux victimes, dit-on aux Galeries Lafayette. Au printemps, assurées contre les risques d'attentats, les victimes devraient pouvoir être indemnisées. Dans ce genre d'affaires, d'habitude, les assurances remboursent le préjudice subi seulement si le magasin est reconnu coupable. Sinon, les blessés doivent s'adresser à leur propre assurance vie, mais tout le monde n'en souscrit pas. Il faut alors se tourner vers l'État. Indemnisation maximum, 250 000 francs, conditions requises, des blessures graves entraînant un arrêt de travail de plus d'1 mois ou une invalidité permanente. Ce recours est donc l'ultime solution, car 250 000 francs reste une somme dérisoire. Ainsi, il y a 2 ans, Françoise Roudetsky a les 2 jambes broyées au restaurant Levé-Four. Elle n'a encore rien perçu. Malgré leurs promesses, les assureurs font traîner les choses, profitant du vide juridique. Pour les attentats, ça touche à un problème politique et personne ne veut oser faire le premier pas. Et c'est pour lutter contre cet oubli que vraiment il faut maintenant que les victimes s'associent. Mais les gens n'ont pas la force, je dirais. Ils sont épuisés déjà moralement et physiquement. Je me suis adressée à différents hommes politiques pour essayer de leur proposer un débat afin que le vide juridique soit comblé. Les compagnies d'assurance ont refusé également donc d'être à mes côtés. Et je dirais presque même qu'une partie de la presse et des médias ne sont pas toujours disposés à parler de ce sujet. Sauf en ce moment, bien entendu, parce que le sujet est d'actualité. Et puisque la question des victimes d'attentats n'a jamais été réellement abordée dans la loi, il faudra que les assureurs des Galeries Lafayette et du Printemps acceptent d'indemniser les blessés pour que ces nouvelles victimes ne soient pas, une fois de plus, oubliées.
La publicité alimente, on le sait, une des polémiques sur la création de la 5e chaîne. Unique source de revenus de la future 5e, elle provoque une levée de boucliers des créateurs, au premier rang desquels les réalisateurs. Ils sont réunis en ce moment même au Palais de la Mutualité à Paris et ils sont en colère. Émilie Rafoul. Ils sont venus, ils sont tous là, des réalisateurs de cinéma, de télévision et aussi des hommes politiques. Ils parlent de grands dangers, de scandales et certains même de mutilations. Introduire la publicité au milieu des films, comme le prévoit la chaîne 5, c'est, à leur avis, casser la culture française. Pas une raison parce que ça existe ailleurs, à Monaco, à RTL et tout, que nous, cinéastes français, on va accepter que les films soient saucissonnés. En fait, à la SACD, on a fait un recours et tout film qui voudrait être, qui passerait et qui serait saucissonné avec l'accord des auteurs, eh bien évidemment, serait dénoncé et un procès serait intenté au nom de tous les auteurs de la SACD contre la personne qui saucissonnerait le film. Aux États-Unis, ce qui est un phénomène maintenant, c'est que les gens en ont marre de ce qu'on appelle les middle commercials, c'est-à-dire le saucissonnage des films, et que beaucoup de gens s'abonnent au câble pour voir les films dans leur version intégrale. Pour la France, les réalisateurs rappellent la loi sur les droits d'auteur, adoptée il y a 6 mois. Une loi dont l'article 16 stipule notamment que toute modification apportée à une production exige l'accord du réalisateur. Les professionnels du cinéma en useront et au besoin, affirme-t-il, attendront le prochain pouvoir politique pour dénoncer le contrat Berlusconi-Seydoux. La CLT, compagnie luxembourgeoise de télévision, candidate malheureuse et courroucée à la 5e chaîne, a déposé sa candidature pour la 6e, la chaîne musicale. Le dossier est au secrétariat d'État à la communication. La pub, objet de toutes les convoitises, a ses récompenses. Les Minerves attribuées cette année à Citroën pour les chevrons sauvages, à Eram et au Petit Cachou la Jaunie, pour ne citer que cela. C'est l'occasion de lancer un cocorico, car la publicité française est considérée comme la meilleure du monde. Il y a, dit-on, aux États-Unis, un French touch. Elisabeth Kiledjian a demandé la traduction à un spécialiste. Les États-Unis joueront beaucoup plus sur l'information sur le produit. Un spot américain doit essentiellement renseigner sur le produit, ce qui fait la plupart du temps des trucs assez chiants, parce que les produits ne sont pas si différents les uns des autres que ce qu'on veut bien raconter. La pub anglaise jouera beaucoup sur l'humour, sur une espèce de côté précieux et fin de l'humour anglais. Le Japon fonctionne par rapport à sa culture, c'est-à-dire ces choses très très symboliques, qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on fait. Ils ont souvent des 3 minutes, des 4 minutes. La pub française est un peu un mélange entre l'information, l'humour et le look aussi, parce que c'est un peu de notre époque. Comme les marfiles, file tout le temps. Dans les années 50, je crois que la publicité était un peu caricaturale dans le sens où un produit devait dire par rapport à son concurrent qu'il était meilleur. Ça, c'est quelque chose qui a été abandonné. Si vous regardez bien les pubs aujourd'hui, on ne dit plus qu'on est meilleur, on dit qu'on est différent. Donc on cherche une carte d'identité. Ça change complètement les démarches, les films, les affiches, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas le côté mensonger qu'on pouvait vaguement évoquer à une époque. Le président Mitterrand à la radio. Il était ce soir l'invité de notre confrère Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Une conversation au long cours, sans caméra, aucune révélation ou décision annoncée, mais plutôt des explications. Après 4 ans, on apprend que la force tranquille a la conscience tranquille. Mais dans la bouche du chef de l'État, ce ne peut être une simple formule, car la conscience et la tranquillité en question sont tout à fait politiques, Christian Doriac. Oui, à la fois dans les mots employés et également dans le ton. On a pu mesurer ce soir une sérieuse évolution par rapport à la dernière référence en date, c'est-à-dire la conférence de presse du 21 novembre. Ce jour-là, François Mitterrand fixait le cadre d'une cohabitation. Aujourd'hui, il est apparu comme beaucoup plus combatif, beaucoup moins pessimiste sur l'avenir de la gauche. Au printemps
printemps prochain. Bref, il a montré et il a dit qu'il allait s'impliquer. Une phrase comme « je me bats pour gagner, j'espère que mes amis agiront de même », une phrase comme celle-là ne trompe pas. On a eu le sentiment tout au long de cette émission que François Mitterrand avait décidé qu'il était le meilleur chef de la majorité possible. Le rôle du Premier ministre, traditionnel chef de la majorité sous la Ve République, apparaît ce soir bien amoindri. Mais cette montée au créneau du président de la République, si elle va avoir certainement pour effet de mobiliser des troupes hésitantes ou même craintives, elle pourrait également avoir pour effet de poser un problème important après l'échéance de mars si les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Un président qui s'implique ne pourra plus aussi facilement apparaître comme cohabitable. C'est bien ce pari, ce soir, qui a été lancé par François Mitterrand, un pari qu'il est bien sûr condamné à gagner. La 205 Peugeot fait un tabac, on le savait. Elle vient de passer le cap du million d'exemplaires du jamais vu en si peu de temps, 2 ans et demi chez Peugeot. La cadence de production a plus que doublé depuis la sortie en 83, c'est grâce aux robots. Autrement dit, la réussite de la 205 est un exemple type de gain de productivité. Productivité, mot-clé chez Peugeot actuellement. Claude Guénaud. Au terme de 8 heures et d'un parcours de 3 km sur les chaînes de Mulhouse, la millionième 205 était bonne pour le service. Lancé fin 82, le sacré numéro de Peugeot a rapidement connu le succès à l'exportation, où elle est numéro 3 en Europe, et dans l'Hexagone, où elle occupe la première place. Une voiture sur 12 vendue en France cette année est une 205. Un ballon d'oxygène pour la firme au Lyon, finalement sorti de sa crise grâce à d'importants gains de productivité. Mais cette bonne santé retrouvée ne rejaillit pas sur l'emploi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'industrie automobile, les effectifs n'augmenteront pas et auront probablement plutôt tendance à diminuer compte tenu des gains de productivité qui sont absolument indispensables. Si elles ne s'adaptent pas comme le font les autres pays, si elles ne gagnent pas la même productivité que les constructeurs des autres pays, qu'il s'agisse de l'Europe ou qu'il s'agisse d'autres continents, eh bien sa compétitivité diminuera, son volume diminuera, et c'est à ce moment-là qu'il y aura des problèmes de sureffectifs qui seront, eux, beaucoup plus graves. Face à ce défi lancé par ses concurrents européens, américains et japonais, Peugeot ne relâche pas ses efforts de modernisation. Son credo, gagner 6 à 8% de productivité chaque année afin de conserver ses positions sur un marché qui stagne. Il faut donc faire mieux et moins cher. Conséquence, ce qui est bon pour Peugeot et l'économie française ne l'est pas pour l'emploi. On parle de 3000 sureffectifs pour 50 000 ouvriers. Pour éviter les licenciements, 1800 immigrés sont incités à retourner au pays. Mais il faudra aussi obtenir une mobilité géographique, accepter de quitter La Rochelle pour Mulhouse. Là, ce sera plus difficile. Les Médecins sans frontières expulsés d'Éthiopie la semaine dernière de retour à Paris ont expliqué pourquoi on les avait chassés. Raison invoquée par le gouvernement éthiopien, ingérence dans les affaires intérieures du pays. La réalité, c'est que les Médecins sans frontières ont dénoncé les conditions de transfert d'hommes, de femmes et d'enfants du nord vers le sud. Écoutez le témoignage d'une infirmière. Elle avoue ne s'être posé aucune question, mais avoir aidé des personnes manifestement en danger à ses yeux. Tout à fait par hasard, un matin, à 7 heures, dans un endroit où on allait très souvent courir, il y a une église désaffectée, une très grande église. Et là, un des infirmiers qui est avec nous entend hurler, entend gémir. Il s'approche de cette église, il voit qu'elle est fermée par quelques bouts de ficelle. Et il y a toute la milice qui est là. Il rentre dans cette église et il voit une foule de 200 personnes complètement ahuries, des gens complètement maigres, une énorme flaque d'urine à la porte alors que c'est une opération de sanitation. Il ne comprend pas et tout de suite il va voir s'il n'y a pas des besoins et il voit une femme qui est complètement affalée par terre, qui n'a plus qu'une fréquence cardiaque très très faible, son enfant à côté qui hurle, qui essaie de téter quelque chose. C'était des gens qui étaient là pour être transférés ailleurs? C'était des gens, oui, qui, en fait on a appris plus tard que c'était des gens qui étaient prévus pour être transférés, ce fameux transfert du nord vers le sud. C'est pas le moment où vous avez vu toutes ces choses que ça a commencé à dégénérer? Oui. Parce que là, les relations qui étaient bonnes au départ, à partir de là, ça s'est vraiment transformé. Et on était vraiment des gens qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas, quoi. En Amérique centrale, le Guatemala vient d'élire son premier président civil depuis 15 ans. Vinicio Cerezo, démocrate chrétien, 43 ans, élu à une écrasante majorité, près de 70% des voix. Son projet politique est clair, à défaut d'être simple à réaliser, rétablir la démocratie et faire de son pays un État de droit. Gilles Dujonchet.
Vinicio Cerezo, qui vient à l'âge de 43 ans d'être élu président du Guatemala, appartient à la jeune génération de cadres de la démocratie chrétienne guatémaltèque. Avocat de formation, ce représentant de la bourgeoisie citadine avait, au fil de la campagne pour le premier tour, il y a plus d'un mois, pris la tête des sondages et fini par incarner un espoir d'évolution dans une compétition où la gauche n'avait guère voix au chapitre. Le temps est venu, a-t-il encore souligné à la veille du scrutin de dimanche, de rétablir un état de droit au Guatemala. Allusion à peine voilée aux militaires qui contrôlent le pays depuis 30 ans. Le nouveau président, qui aime à rappeler qu'il est ceinture noire de karaté, entend donc assumer pleinement ses fonctions. Et c'est déjà beaucoup dans un pays où l'armée a toujours su manœuvrer pour faire du chef de l'État son homme de paille. Vinicio Cerezo n'exclut évidemment pas d'éventuelles ruades des militaires, à partir du moment où il prendra ses fonctions le 14 janvier prochain. Il n'ignore pas non plus qu'ils veilleront en coulisses et ne supporteront pas en particulier une remise en question de leur stratégie de contre-insurrection qui commence, semble-t-il, à porter ses fruits dans les campagnes. Il faudra donc beaucoup de doigté au nouveau président pour les convaincre que le contrôle des populations crée à terme plus de problèmes qu'il n'en résout. Vinicio Cerezo est malgré tout optimiste. Il s'est donné 6 mois pour consolider son pouvoir et il a pour ce faire un atout en main. Il est probable en effet que devenu un allié plus présentable, le Guatemala pourra compter sur l'aide financière des États-Unis, devenue indispensable pour sortir le pays d'une économie en stagnation. Nous venons de l'apprendre il y a quelques minutes en Argentine. Le général Videla et l'amiral Macera viennent d'être condamnés à la réclusion à perpétuité. Un peu plus tôt dans la journée, nous avons appris que l'état de siège a été levé en Argentine, instauré le 25 octobre après une série d'attentats au moment des élections législatives. Il est levé au bout de 45 jours au lieu des 60 prévus. Le pétrole moins cher, nettement moins cher, c'est la conséquence inéluctable à terme de la réunion à Genève hier et avant-hier des 13 pays exportateurs de pétrole de l'OPEP. Devant la concurrence des autres pays producteurs, ils ont renoncé à la stratégie suivie depuis les années 70, stratégie qui consistait à défendre leur prise officielle coûte que coûte. Aujourd'hui, ils ont décidé de défendre leur part de marché, sérieusement atteinte. Les marchés pétroliers et financiers ont d'ailleurs immédiatement réagi à la baisse. Devant cette situation, on est tenté de se demander ce qui se serait passé en Henri Dorès s'il n'y avait pas eu les chocs pétroliers et d'autre part s'il n'y aura pas un choc en retour à cette décision de l'OPEP. Écoutez, quand survient le deuxième choc pétrolier avec l'apparition des ayatollahs sur la scène de Téhéran, l'économie mondiale est déjà en crise, la croissance n'est pas brillante, l'inflation est trop élevée et le chômage progresse. D'une année sur l'autre, ou presque, les revenus financiers des pays de l'OPEP vont pratiquement doubler pour atteindre 250 milliards de dollars, une facture plus lourde que vont devoir acquitter les pays du tiers-monde non producteurs et nos pays industrialisés. Alors, le deuxième choc pétrolier va amplifier les pressions inflationnistes, accroître les facteurs défavorables en creusant le déficit budgétaire, le déficit extérieur, accélérer la nouvelle donne en creusant encore le chômage. Alors, la décision des pays de l'OPEP, aujourd'hui... Ils avaient le choix ou pas? Elle survient alors que le poids de l'OPEP dans la fourniture de pétrole aux consommateurs est passé de 60 à 30%. Il fallait changer de stratégie au risque de déclencher, c'est vrai, une guerre des prix, acculée aux réalités de la concurrence des nouveaux producteurs et des autres formes d'énergie. L'OPEP vient donc de s'y résoudre. On peut attendre de ce changement de cap historique les effets inverses de ceux enregistrés de 79 à 83. La baisse des prix du baril, conjuguée à celle du dollar, favorisera le rétablissement des équilibres financiers et la maîtrise de l'inflation. Pour nous consommateurs, cela devrait permettre une réduction des prix des carburants et du fuel notamment. À moins que les États ne choisissent de taxer plus encore les produits pétroliers pour améliorer leurs recettes fiscales et pour préserver les moyens de financer la production du pétrole dont nous aurons besoin demain. Chasse aux chasseurs samedi dans le Vercors. Depuis quelques mois, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature avait remarqué une inexplicable diminution du nombre des chamois et des chevreuils sur un versant du Vercors côté Drôme. Ils ont fini par trouver pourquoi. Pas d'épidémie, mais une incroyable équipe de braconniers qui venaient chaque week-end ravager la région. Et c'est eux samedi qui sont tombés dans les filets des gendarmes. FR3 Grenoble, Thierry Curtet. 23 chasseurs, parmi lesquels 2 maires de communes de la région et le fils du président d'une société de chasse, tous pris en flagrant délit de braconnage. Une battue organisée comme une opération militaire, 7 véhicules, dont 4 roues motrices, 23 fusils, dont plusieurs 5 coups prohibés, des cartouches de chevrotine et au moins 3 talkie-walkie. L'opération s'est déroulée dans une vallée encaissée, parcourue par plusieurs ruisseaux qui canalisaient le gibier. Leur façon de procéder était la suivante.
Une fois, alors ils arrivaient là sur ces points hauts, bien sûr, amenés par des véhicules automobiles, ce qui leur a évité tout effort d'abord pour commencer cette chasse. Une fois mis en poste, vous aviez un peu plus bas, ça c'est une zone également forestière, hein, et qui est une réserve. Ils envoyaient le tracker avec les 20 chiens dans cette réserve. Les chiens faisaient automatiquement bouger le gibier qui s'y trouvait à l'intérieur. Et ce gibier était obligé de repasser pour remonter vers le massif du plateau d'Orbel, était absolument obligé de repasser par les points où se trouvaient les chasseurs. Des battues abattoirs comme celle-ci se déroulent partout en France, mais il est très rare de pouvoir appréhender les braconniers. Ceux qui se sont fait prendre risquent la saisie de leur matériel, voiture y compris, et de fortes amendes. Légère remontée du dollar, la bourse de Paris un peu en retrait. Telles sont les tendances du jour. Henri Laurey. Les gouverneurs des banques centrales occidentales réunies à Bâle sont satisfaits de l'évolution monétaire internationale, autrement dit de la baisse du dollar notamment, un dollar en légère reprise à Paris aujourd'hui. La bourse de Paris a débuté la semaine sur une note de faiblesse qu'aucun élément bien précis ne justifiait. Les acheteurs étrangers se font plus discrets, il est vrai. On est, semble-t-il, en phase de consolidation. Cette même consolidation qu'on avait pu observer vendredi soir à New York a fait long feu. Ce soir, Wall Street est reparti de plus belle avec une hausse de près de 18 points du Dow Jones. Le temps demain, le matin de la pluie du Jura à la Corse, avec de la neige en montagne. Ailleurs, après du brouillard, de belles éclaircies. Dans la journée, un nouveau passage de pluie, mais faible. Les nuages noirs là sont un peu pessimistes, arrivera par l'ouest. Ensuite, retour des éclaircies. Côté température, peu de changements, de 8 à 10 degrés sur la moitié nord, de 12 à 15 sur la moitié sud. Vision insolite à Cannes, la Croisette est chauve. Les 1500 palmiers qui y étaient depuis 25 ans ont gelé l'hiver dernier. Il a fait -8 pendant une semaine, c'était plus que ne pouvaient en supporter les palmiers, que j'attends avec impatience, mais que les voici. C'était donc beaucoup plus que ces arbres exotiques ne pouvaient le supporter. Ils seront remplacés l'été prochain à la période de la floraison. Détail pratique, il faut compter de 30 à 40 000 francs pour un palmier adulte. Vos deux rendez-vous avec Soir 3 demain, première édition 19h, Richard Tripot, seconde édition à 22h. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Les réalisateurs de cinéma et de télévision réunis contre la publicité au milieu de leurs films sur la 5e chaîne. Question, après les attentats de samedi dans les grands magasins à Paris, qui va indemniser les victimes? François Mitterrand à la radio, 2 heures ce soir pour dire sa résolution et son assurance tranquille. Le pétrole moins cher, c'est la première conséquence de la décision des 13 pays de l'OPEP.